Maud Guéquer, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez. Donc vous êtes psychologue scolaire en cabinet libéral dans la ville de Sainte-Rose. Donc la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez nous donner une définition plus large du métier de psychologue? C'est vrai que nous, dans les classes, on a l'habitude de travailler avec des psychologues scolaires dont le rôle s'arrête souvent malheureusement au stade du diagnostic parce qu'elles n'ont pas le temps de faire des suivis. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en quoi consiste votre métier et particulièrement votre rôle auprès des enfants de 3 à 10 ans que nous pouvons côtoyer à l'école? Ok, bonjour à tous. Donc, si je peux donner une définition du métier, ce serait un métier de lien en fait. On aide la personne à faire du lien avec elle-même et du lien avec les autres. Donc concernant les enfants, effectivement, en école, on fait essentiellement du repérage, on ne peut pas faire autre chose. Et l'idée, ça va être que suite à ce repérage et au diagnostic qui est posé, il y aurait besoin d'un suivi. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on va être appelé. Concernant le suivi pour les enfants donc de 3 à 10 ans, il se fait beaucoup au niveau de la psychologie autour de la confiance et du lien avec la famille. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on va essayer de rétablir, de travailler sur le lien que l'enfant peut avoir avec la famille, puisqu'en fait, les principaux acteurs de la vie de l'enfant, ça va être les personnes qui lui apportent les soins au quotidien. Donc on va essayer de rétablir du lien, on va essayer d'observer un peu ce qui se passe entre l'enfant et les personnes qui l'entourent, et à travers ça, voir un peu s'il y a besoin de travailler sa confiance, l'estime de soi, l'affirmation de soi aussi, parce que des fois, il y a des enfants qui sont complètement effacés parce qu'on ne leur laisse pas assez de place au sein de la famille. Et donc de travailler un peu là-dessus, sur cette histoire de lien et sur cette histoire de confiance qui va accompagner l'enfant tout au long de sa scolarité, même de sa vie. D'accord. Alors justement, ce qui peut intéresser les enseignants qui nous regardent, c'est quels pourraient être les signes qui montrent qu'un enfant, qu'un élève ne va pas bien dans la classe? Alors les signes, ils peuvent être divers. Moi, je dirais qu'un enfant qui va pas bien, c'est un enfant qui a du mal à trouver sa place. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des enfants qui bougent plus, il y a des enfants plus discrets, mais ça peut aussi dépendre de leur tempérament. Tout le monde n'a pas envie de se faire voir ou alors, voilà, il y en a qui en ont besoin, mais c'est pas forcément pathologique. L'idée, c'est vraiment l'enfant qui va faire des choses et qui va déranger le fonctionnement de la classe parce qu'il ne trouve pas sa place à l'intérieur de ce système. Et donc l'idée, c'est peut-être de se dire, je ne sais pas si c'est une idée, mais que en fait la classe, c'est comme une mini-société et que l'enfant ne trouvant pas sa place dans cette société, dans cette classe, il aura du mal à la trouver plus tard aussi. Voilà, donc ça peut être un enfant par son effacement, on le sent complètement absent, donc il n'a pas sa place, ou alors un enfant qui essaye toujours de prendre la place des autres, qui essaye toujours de perturber la relation des autres. Voilà, ça dysfonctionne. D'attirer l'attention sur lui, finalement. Voilà, c'est exactement. aussi un signe. D'accord. À partir du moment où ça cause un problème sur le fonctionnement commun de la communauté, et on peut dire que c'est problématique. D'accord. Alors j'aimerais justement qu'on s'arrête quelques minutes sur l'autre aspect de la classe, c'est-à-dire pas forcément l'élève, mais l'enseignant. Vous parliez d'élèves qui peuvent être perturbateurs, voire gravement perturbateurs au sein des classes, et c'est vrai qu'on en rencontre de plus en plus. Et les enseignants sont parfois dépassés par ces problèmes, ils ne savent pas quoi faire, ils peuvent même être en situation de très grandes difficultés qui impactent leur vie personnelle. Donc quel conseil est-ce que l'on pourrait donner à ces enseignants qui se trouvent dans ces situations aujourd'hui? Alors là, du coup, il y aurait plusieurs conseils. Il y aurait un conseil au sein de la classe. En fait, lorsqu'un enfant dysfonctionne justement dans le fonctionnement global, je dirais que l'idée, ça va être d'essayer de lui trouver une place. Donc ça peut être sortir un peu des enseignements, des apprentissages et voir comment il pourrait trouver sa place au sein du groupe. Donc ça peut être en lui donnant des tâches. Voilà, des responsabilités. Voilà, exactement. Voilà, des responsabilités. Que ce soit un enfant effacé, il en aurait besoin justement pour qu'on l'aide à trouver sa place, ou un enfant qui a besoin d'attention, en lui donnant des responsabilités, c'est aussi une manière de lui donner de l'attention, puisqu'on attend de lui ça, et donc les autres vont être tournés vers lui pour cette tâche. Donc il y aurait ça. Après je suis consciente que c'est de la théorie et que quand on en a 30 en face de nous, c'est pas forcément simple. Voilà. Mais du coup ça demande peut-être aussi à réfléchir sur l'organisation de la classe au départ. Peut-être prendre du temps, je sais pas comment on fonctionne, comment on met en place en fait sa classe en début d'année. Mais peut-être au début d'année, on ne connaît pas forcément ses élèves, ou on a déjà fait les répartitions l'année précédente et on peut déjà avoir une petite idée. Pour des enseignants qui sont déjà dans l'école, c'est plus facile.
pour des enseignants qui sont mutés sur poste en juin ou juillet pour une rentrée en septembre, c'est plus difficile de connaître sa classe. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que quand on a la possibilité de connaître déjà un petit peu ses élèves et de discuter avec ses collègues, c'est intéressant de penser la classe avant la rentrée. Oui, oui, oui. Après, l'idée, si on change de classe, ça peut être de se faire une petite liste des tâches qu'on peut déléguer aux enfants et de ne pas forcément appliquer pour chaque classe toute la liste de tâches, mais en tout cas d'avoir ça en poche et que quand on a un enfant difficile, en plus on puisse être en capacité en fait de lui déléguer une de ses tâches, d'avoir sa petite liste et de dire ok ben je vois bien capable de faire ça. Et ça c'est intéressant parce que voilà, c'est quelque chose qui peut être anticipé. Voilà. Voilà, parce que sur le moment on n'a pas forcément les outils, mais si on a déjà un petit peu anticipé une problématique, ça nous permet de réagir de manière plus sereine, plus posée, avec un peu plus de recul aussi. Oui, j'imagine. Après, pour les enseignants eux-mêmes, en fait, quand ils rapportent ces problèmes à la maison, je dirais que là, c'est peut-être important de savoir lâcher prise avec son travail. Ouais. C'est-à-dire que quand on sent que ça nous envahit trop, peut-être prendre un petit peu de recul, peut-être aussi un peu hiérarchiser. Dans ce que j'entends, les enseignants, en fait, on leur donne beaucoup de tâches et toujours plus de tâches et pas forcément d'outils pour accomplir ces nouvelles missions, en quelque sorte. Et du coup, peut-être de hiérarchiser et voilà, de garder les principales, mais quand on sent qu'on est envahi, savoir lâcher prise sur des choses, quoi. Puisque on fait ce qu'on peut, en fait, et l'idée, c'est quand même que si la personne elle-même ne peut pas récupérer, c'est-à-dire ne dort pas bien, ne s'alimente pas correctement, ne prend pas un peu de temps pour elle, elle ne sera pas en capacité ensuite d'accompagner correctement les enfants. Donc voilà, toujours garder ça en tête et que voilà, il y a différents espaces et c'est important de respecter chacun de ces espaces. Il y a le personnel, le professionnel et il reste des professionnels de l'accompagnement. Mais ça reste une profession et c'est important de préserver sa vie privée de ça. C'est vrai que les enseignants ont toujours un peu de mal. La vie professionnelle déborde très souvent sur la vie personnelle. Mais bon, c'est très important de le faire. Je voudrais juste revenir 2 petites minutes sur les enfants que vous pouvez suivre. C'est vrai que ce sont des suivis qui s'organisent de manière directe, indirecte. Est-ce qu'ils doivent passer par leur médecin de famille? Est-ce que les enfants peuvent être suivis sur je ne sais pas combien de séances, une dizaine de séances, sur un mois, sur 2 mois? Comment ça s'organise votre suivi? Alors en fait c'est très personnalisé, en fait c'est selon les besoins. Alors pour ce qui est du médecin, il y a des psychologues qui sont conventionnés, mais c'est pas mon cas. Donc quand le psychologue est conventionné, il faut aller chez le médecin, demander une ordonnance et en général c'est pour 8 séances. D'accord. Voilà, dans mon cas en fait du coup c'est pas pris en charge, mais je fais des factures, donc certaines mutuelles prennent en charge 4 ou 5 séances. Après au niveau du rythme c'est très personnel aussi, ça dépend des besoins. Donc il y a des enfants qui ont besoin de séances assez rapprochées, donc on va faire des séances une fois par semaine. Il y a d'autres enfants où c'est plus des problématiques de fond mais qui les empêchent pas d'avancer dans le quotidien ou d'être bien en fait dans leur quotidien. Donc là ça va être 1 fois par mois. Et puis il y a des fois aussi où ça va être ponctuel, où en fait les parents amènent leur enfant parce qu'il y a une problématique, qu'il s'est passé quelque chose au sein de l'école, de la famille, etc. Et qui sentent que l'enfant n'est plus pareil, donc ils veulent avoir un avis de professionnel. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, Maud, merci beaucoup de nous avoir accueillis. J'espère que les enseignants qui nous regardent auront donc plus d'informations maintenant concernant donc les élèves qui auraient besoin de vos services et puis par rapport à leurs propres besoins également. Et puis donc nous nous retrouvons bientôt sur educasp.com et Educasp TV. À bientôt. Au revoir. Au revoir.